Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Monsieur le vérificateur général, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du secrétariat général, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres professionnels du secteur de la justice, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats de la justice, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et de parquet, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la commission d'organisation de la deuxième édition de la Semaine de la Justice, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est un honneur réitéré pour moi de prendre la parole aujourd'hui, en ma double qualité de secrétaire général et de président de la commission d'organisation de la deuxième édition de la Semaine de la Justice, pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Permettez-moi au préalable de rappeler la genèse de la Semaine de la Justice et de mettre en exergue les objectifs assignés à cette importante activité. La Semaine de la Justice a été instituée suivant décision du 10 octobre 2022 de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, et elle fait suite, entre autres, à la méconnaissance de l'institution judiciaire, au déficit criard d'information et à la crise de confiance entre la justice et les justiciables. Par l'institutionnalisation de la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, entend promouvoir un service public de la justice plus efficace, plus performant, de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Monsieur le ministre, le succès unanimement reconnu de la première édition a permis de se convaincre que votre ingénieuse idée était pertinente, judicieuse et de nature à permettre de mieux faire connaître l'institution judiciaire et de rapprocher davantage la justice des justiciables, tout en permettant aux citoyens de participer à l'amélioration du service public de la justice par des critiques et des suggestions constructives. La deuxième édition de la Semaine de la Justice s'inscrit dans cette continuité et a pour objectif de rendre la justice encore plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle se propose de renforcer davantage la confiance du citoyen dans le système judiciaire. Elle est destinée principalement aux citoyens, aux étudiants et aux professionnels de la justice. Monsieur le ministre, la Semaine de la Justice est également une occasion opportune de mettre en avant certaines réalisations du département au cours de l'année écoulée, puisqu'elle intervient à la suite de la rentrée judiciaire. Comme ce fut le cas en 2022, votre remarquable leadership a permis à notre département d'engager des résultats fort appréciables qui peuvent être qualifiés d'historiques car dérivant de réformes inédites au cours de l'année 2023. Ces résultats innovants qui constituent inexorablement des avancées gigantesques méritent d'être énumérés et mis en lumière, en relief, parce que pouvant s'exposer fièrement au jugement rigoureux et sévère de la postérité. Au nom de ces résultats tangibles et très remarquables, il serait opportun d'énumérer entre autres
la création et l'opérationnalisation du premier pôle judiciaire, du premier pôle national économique et financier, la création et l'opérationnalisation du premier pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, l'institution d'un parquet spécial au niveau du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, désormais séparé du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, l'opérationnalisation de la Cour administrative d'appel, la création de la Direction nationale des droits de l'homme et la nomination de son premier directeur national, la création de l'agence de recouvrement de gestion des avoirs saisis, gelés et confisqués et la nomination de son premier directeur général, la première installation solennelle des chefs de juridiction et de parquet qui étaient en désuétude depuis la loi de 1961 sur l'organisation judiciaire pour permettre à ces hauts magistrats d'incarner leurs fonctions et de prendre la mesure de la responsabilité qui les incombe, la création et l'opérationnalisation en cours de la première école de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, la tenue de la deuxième session du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée à la suite de la première tenue en 2022, l'opérationnalisation de ces nouvelles créations atteste de l'implémentation des réformes qui doivent permettre l'amélioration du service public de la justice. Il s'y ajoute le recrutement transparent et crédible, sans discrimination entre autres, ni basé sur la position sociale, ni sur la fortune, de 100 auditeurs de justice, 2 fois successivement, aussi bien en 2022 qu'en 2023, soit 200 auditeurs de justice en seulement 2 ans. Ça aussi, c'est la première fois dans l'histoire de la justice. Jamais le nombre total de magistrats recrutés n'avait atteint le nombre 100 en un seul recrutement depuis l'indépendance de notre pays. Bravo. L'objectivité intellectuelle commande la restitution aux faits, leur originalité, compte tenu de leur caractère têtu et intangible. Pour mesurer l'ampleur de ces réformes, il importe de parler en termes de chiffres et d'opérer une analyse comparative, objective dans le temps et dans l'espace. Oui, d'après les historiens, en 1960, il n'y avait qu'une dizaine de juristes, toutes professions juridiques et judiciaires confondues au Mali. 30 ans après les indépendances, soit en 1990, on dénombrait au total 239 magistrats. Ce nombre est passé en 2002, soit 42 ans après les indépendances, à 271 magistrats. Le recrutement prévu en 2024, Monsieur le ministre, dans les prévisions budgétaires du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, si l'on ajoute aux 200, s'il s'opérait tel que prévu, serait de nature à dépasser en seulement 3 ans l'effectif total du nombre de magistrats d'il y a 42 ans. Il faut signaler aussi le recrutement de 120 greffiers en chef. À ce propos également, Monsieur le ministre, il importe de rappeler que le corps des greffiers en chef, le corps de greffiers n'a pas connu de recrutement depuis 2008, soit plus de 15 ans. Et celui des greffiers en chef vient de connaître en décembre 2023 son premier recrutement depuis le décret et l'adoption de l'ordonnance du 22 mars 2005 portant statut du personnel du greffe, du cadre des greffes et secrétaire des greffes et parquets. Le recrutement de 125 surveillants de prison. Ces recrutements massifs et qualitatifs sont de nature à renforcer
de façon significative les ressources humaines de la justice, inverser positivement la tendance du ratio magistrat-nombre de population afin de trouver une solution rationnelle à la lenteur judiciaire, tant décrier et renforcer le crédit de la justice. Il n'est pas superfétatoire de citer aussi l'apparition régulière et à bonne date du magazine qui se trouve à la disposition des uns et des autres, semestriel du ministère de la Justice et qui a son 3e numéro pour plus de visibilité et de lisibilité, et la publication régulière non seulement des revues statistiques, mais également des revues concernant les circulaires du ministère de la Justice 2016-2023 également disponibles. Il importe de signaler la systématisation des missions d'inspection et la suite appropriée donnée au rapport d'inspection, sans mentionner les missions de contrôle de la chaîne pénale menées par la Direction nationale des affaires judiciaires et du sceau, la gestion optimale des ressources humaines en tenant compte de la mobilité des cadres et de la promotion sur la base du mérite, la formation appropriée des acteurs de la justice par l'Institut national de formation judiciaire, ainsi que la prise en compte ou en charge des errements constatés au niveau des sceaux et armoiries de l'État. Ces différentes actions, Monsieur le ministre, ces différentes actions et activités innovantes trouvent leur prolongement avec les perspectives d'adoption prochaine de l'œuvre qualifiée à raison de générationnelle que constituent le Code pénal et le Code de procédure pénale. Le Mali, après 64 ans d'indépendance, n'a connu que 2 codes pénaux et 2 codes de procédure pénale, 1961-2001. Le projet présenté par le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, adopté par le gouvernement qui se trouve sur la table du Conseil national de transition, constitue le 3e en plus de 63 ans d'indépendance. Ils prennent en compte l'évolution socio-économique de notre pays, les mutations de la criminalité et la métamorphose du mode opératoire des transgresseurs de la loi pénale. Ils doublent en volume et en richesse tous les autres codes. Un accent particulier mérite d'être mis sur la mise en œuvre efficiente de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice et l'augmentation du budget de la justice qui est passé de 0,92% en 2018 à 1,82% en 2023. Tout ceci amène l'observateur averti et surtout objectif à conclure que cette période fut l'une des plus réformatrices de la justice malienne, pour ne pas utiliser le superlatif de supériorité qui ne serait pas non plus exagéré en l'espèce. Monsieur le ministre, la mue de la justice aujourd'hui n'est ni hypothétique, ni de façade, encore moins une vue de l'esprit. Mais elle relève de considérations empiriques, palpables et indubitables. Les résultats des réformes sont déjà perceptibles à bien des égards. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, après le lancement de ce jour, le programme riche de la 2e édition de la Semaine de la Justice se présente comme suit. Mardi 9, demain, l'installation solennelle du président de la formation de jugement et du procureur de la République du pôle national économique et financier. 15 heures, lancement du premier numéro gratuit vert de la justice dénommé Pingani Kunafini. Affichage des frais de justice pour plus de transparence dans l'accès de la justice en commune 6. Et le mercredi, ce serait l'installation solennelle du président de la formation de jugement et du procureur de la République du pôle de lutte contre la cybercriminalité. Le jeudi 11, à 9 h, remise solennelle du président, installation solennelle du président et du procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité mercredi. Jeudi, remise des prix aux 3 meilleurs établissements pénitentiaires, remise symbolique des travaux d'infrastructure,
conférence sur le double degré de juridiction en matière administrative. Vendredi, inauguration des villas d'astreinte offertes par le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, ce serait à Banangabou. Et match de football, l'équipe des dames de la justice contre celle des dames de l'ORTM. Et le samedi, ce serait un déjeuner débat qui va parler de la refondation de la justice et des perspectives. Mesdames et messieurs, telles sont les activités retenues pour la deuxième édition de la Semaine de la Justice. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, monsieur le ministre de la Justice, la dynamique commission d'organisation que j'ai l'insigne honneur de présider, et je demande avec votre permission aux membres de la commission d'organisation de se tenir debout et vous prie avec votre permission de les acclamer. Veuillez vous lever s'il vous plaît les membres de la commission. Me charge de vous adresser ces sincères remerciements pour votre constante disponibilité, votre leadership remarquable et votre implication personnelle qui ont permis l'organisation que nous croyons reçue de la deuxième édition de la Semaine de la Justice. Bonne Semaine de la Justice, je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Félicitations pour votre présence. Merci beaucoup, M. Sambo. Merci, la fanfare. Et bonjour à tous. Bonjour. Monsieur le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, mes très estimés frères et collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités administratives indépendantes, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le directeur général du contentieux de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les chefs de services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le directeur de la justice militaire, Mesdames et Messieurs les représentants des ordres professionnels du secteur de la justice, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats et associations du secteur de la justice, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et des parquets, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'organisation de la deuxième édition de la Semaine de la Justice, chers amis de la presse, distingués invités, tous pris en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un devoir au nom de l'institution judiciaire, des acteurs de la justice et de l'ensemble de mon département. C'est de vous exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour la grande mobilisation et les succès qui ont marqué la première édition de la Semaine de la Justice l'année dernière, pour lesquels chacun de vous a qualitativement contribué. L'occasion m'est opportune de vous adresser encore mes vifs remerciements, chers collègues membres du gouvernement, présidents d'institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République du Mali, pour votre présence à cette cérémonie, malgré vos lourdes charges et les contraintes d'agenda, témoignant ainsi de l'intérêt que chacun de vous attache à la justice et à l'institution judiciaire, qui constitue le socle indispensable pour toute société aspirant à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale, mais aussi à la sécurité juridique et judiciaire, sans lesquelles il ne peut y avoir de développement.
Mes sincères remerciements vont également à l'endroit des présidents d'autorités administratives indépendantes, des partenaires techniques et financiers du secteur de la justice, des représentants de la société civile et des organisations syndicales, des acteurs judiciaires et des hommes des médias qui nous font l'honneur, comme lors de la première édition, d'être présents à cette cérémonie. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, le succès de la première édition de la Semaine de la Justice nous a réconfortés dans notre conviction quant à la pertinence et la nécessité de l'organisation de cet événement annuel à travers lequel l'institution judiciaire cherche davantage à se faire connaître et à se faire comprendre, mais aussi à mieux percevoir les aspirations et les attentes des citoyens dans le but d'améliorer la qualité des services qui leur sont rendus. L'administration a l'obligation d'être à l'écoute des citoyens, d'être au plus près d'eux pour connaître leurs appréhensions et leurs difficultés et d'œuvrer à y apporter les réponses adéquates. En effet, le rapprochement de l'administration des administrés renforce la légitimité de l'action administrative et contribue à raffermir de manière qualitative les rapports entre celle-ci et les usagers du service public. À l'instar des autres services publics de l'État, la justice a le devoir de se rapprocher davantage des justiciables au regard des enjeux qu'elle représente pour eux de façon individuelle, pour leur honneur, leur dignité, leurs biens ou même leur vie, et de façon collective pour la paix et la stabilité sociale. Au moment où notre pays s'est engagé dans un vaste chantier de refondation de l'État, où l'institution judiciaire cherche à restaurer la confiance entre elle et les citoyens, il était tout à fait indiqué d'instituer un cadre d'échange régulier pouvant servir de vecteur pour des messages réciproquement bénéfiques aux usagers du service public de la justice et aux acteurs judiciaires. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, la première édition de la Semaine de la Justice avait été l'occasion de mettre le focus sur certaines réformes majeures sur le plan institutionnel, législatif et réglementaire. Au plan institutionnel, un accent particulier avait été mis sur la création de certaines structures, telles que venait de les appeler M. le secrétaire général. Il s'agit notamment du pôle national économique et financier, du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le parquet spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués et la direction nationale des droits de l'homme. À part les deux dernières structures que je viens de citer, dont l'opérationnalisation est en cours, toutes les autres structures sont fonctionnelles à la date d'aujourd'hui, prouvant ainsi que les réformes ne sont pas faites pour les tiroirs des armoires, mais elles doivent être effectives pour atteindre les objectifs. Tenant compte des orientations éclairées des plus hautes autorités de notre pays, mais aussi des aspirations de notre peuple exprimées à l'occasion des Assises nationales de la refondation, mon département s'est attelé à renforcer la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption et les autres formes de délinquance économique et financière, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ou de celle contre la cybercriminalité, notamment la dépravation de nos mœurs et de nos valeurs sociales à travers les réseaux sociaux. La justice est aujourd'hui mieux outillée pour faire face à ces phénomènes, avec un cadre institutionnel adapté, un personnel qualifié, dont les qualités morales et professionnelles sont reconnues, et un arsenal juridique adéquat. Aussi, la création de la Direction nationale des droits de l'homme a coïncidé avec la participation réussie de notre pays à l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, courant l'année 2023. A été une occasion à travers laquelle il s'est distingué par son engagement et ses actions en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, malgré la crise multidimensionnelle. Déterminé à assumer pleinement l'héritage historique de l'Empire du Mali, avec la charte de Kourkanfougan, considérée comme la première constitution au monde, notre pays s'est illustré brillamment dans ce domaine par des efforts majoritairement salués par la communauté des défenseurs des droits de l'homme à l'occasion de son examen périodique universel à Genève, en Suisse.
cet égard, je voudrais faire mention des efforts remarquables de mon département pour le respect des droits de l'homme en milieu carcéral, se traduisant par l'opérationnalisation de la nouvelle maison d'arrêt de Bamako délocalisée à Kenyoroba, une référence dans la sous-région, voire en Afrique, qui respecte les exigences des normes minimales des Nations Unies en matière de détention, qui a permis d'effectuer des transfèrements de détenus et d'atténuer considérablement la surpopulation carcérale à Bamako. L'amélioration des conditions de détention au triple plan de l'alimentation, de l'hygiène et de la santé, le respect des normes et standards des Nations Unies, l'élaboration des manuels sur les droits de l'homme en milieu carcéral sur lesquels le personnel pénitentiaire a été formé, le renforcement des mesures pour la sécurisation des installations, la réhabilitation des infrastructures et l'amélioration de la gestion administrative, ainsi que la tenue de la deuxième session du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée constituent autant d'efforts ayant permis de donner un nouveau visage à l'administration pénitentiaire de notre pays. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est un secret pour personne que la lutte contre l'impunité est un vaste chantier sur lequel la justice est fortement attendue. L'objectif fondamental étant de faire en sorte qu'aucun crime ne reste impuni, quel que soit son auteur. Cette deuxième édition de la Semaine de la Justice nous offre l'opportunité de faire découvrir davantage les nouvelles structures dédiées à la lutte contre l'impunité. Comment ne pas saisir également cette occasion de la Semaine de la Justice pour parler de l'introduction dans notre système de justice d'une innovation majeure, par ailleurs considérée comme un droit indispensable pour les justiciables pour assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions. Il s'agit du droit d'appel devant une juridiction de second degré contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs. En effet, l'opérationnalisation de la Cour administrative d'appel de Bamako a ouvert la voie à l'exercice de ces recours ordinaires qui révolutionnent notre système de justice administrative avec la possibilité désormais de faire examiner la cause de son affaire par cette juridiction avant de saisir opportunément la section administrative de la Cour suprême qui se limitera à son rôle de juridiction de cassation, sauf dans des matières limitativement énumérées où elle peut statuer en premier et dernier ressort. L'opérationnalisation de cette Cour a plusieurs avantages pour l'institution judiciaire en général et pour la justice administrative en particulier. En premier lieu, elle permet de désengorger la section administrative de la Cour suprême, qui se concentre désormais sur son rôle de juridiction de cassation. En deuxième lieu, elle permet de renforcer la qualité des décisions de la justice administrative grâce au filtre de l'appel. Enfin, elle contribue à renforcer la confiance des justiciables en l'institution judiciaire grâce au droit de pouvoir exercer toutes les voies de recours possibles pour la défense de leurs intérêts. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, notre système de justice pénale, longtemps caractérisé par ses insuffisances et sa relative efficacité, est en passe de laisser la place à un nouveau système répondant aux défis actuels et futurs, notamment à travers la relecture du Code pénal et du Code de procédure pénale, dont les projets sont en cours d'examen par le Conseil national de transition. Force est de reconnaître que l'attente a été longue pour que notre pays se dote enfin de nouveaux textes générationnels répressifs permettant de soutenir juridiquement toutes les actions en cours pour rendre plus efficace la lutte contre l'impunité et assurer une protection des droits de l'homme. Mon département fonde beaucoup d'espoir quant à la disponibilité de ces nouveaux textes répressifs avant la fin de l'année en cours, les projets de textes étant déjà sur la table du Conseil national de transition après leur adoption par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 11 octobre 2023. Les nouveaux textes en cours d'adoption ont l'avantage d'être assez exhaustifs en ce qui concerne les incriminations, prenant en compte les préoccupations actuelles liées notamment au renforcement de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, la cybercriminalité, le terrorisme, la traite des personnes et les pratiques assimilées, les pratiques esclavagistes, les violences basées sur les genres, les atteintes aux bonnes mœurs, sans oublier les poursuites pénales contre les personnes morales. Au nombre des innovations majeures donnant un caractère révolutionnaire aux réformes engagées, on peut retenir notamment la suppression des cours d'assises
et leur remplacement par les chambres criminelles instituées au niveau des tribunaux de grande instance, la possibilité de faire appel contre les décisions rendues en matière criminelle, la suppression de certains privilèges de juridiction, l'imprescriptibilité des infractions d'atteinte aux biens publics, le relèvement de la peine plafond concernant les délits qui passent de 5 à 10 ans, la protection des témoins et autres personnes pouvant apporter leur concours à la justice, le renforcement des mesures pour le respect des délais, l'introduction du référé liberté et l'introduction de nouvelles dispositions pour l'exécution de la peine. Je suis persuadé que l'adoption de ces nouveaux textes permettra de doter les pôles judiciaires créés d'instruments juridiques adéquats pour rendre les procédures judiciaires plus efficaces contre l'impunité sous toutes ses formes. Aussi voudrais-je signaler que la finalité de toutes ces actions de réforme et d'innovation est d'arriver à une synergie d'action entre les structures judiciaires et les autres services étatiques concourant à la lutte contre l'impunité, notamment dans le domaine de la délinquance économique et financière, à savoir l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués, les structures de contrôle, de vérification et d'inspection. Distingués invités, mesdames et messieurs, je comprends parfaitement la déception et le désarroi que peuvent éprouver certains de nos concitoyens face à la qualité du service public de la justice ou les comportements déviants de certains acteurs judiciaires. En tant que service garant du respect des droits et libertés des citoyens, la justice constitue le dernier recours du citoyen face à tout fait portant atteinte à ses droits. Il est alors aisé de comprendre que la défaillance de l'institution dans son rôle réparateur, pour quelque motif que ce soit, peut avoir de lourdes conséquences pour les citoyens, pour la cellule familiale et pour la société. J'ai l'habitude de dire dans mes précédentes interventions que l'appareil judiciaire doit fonctionner normalement dans tous ses segments pour éviter des comportements déviants à quelque niveau que ce soit, pour éviter que des comportements déviants à quelque niveau que ce soit ne réjaillissent sur l'image de l'institution judiciaire dans son ensemble. À cet égard, un magistrat corrompu est aussi dangereux qu'un avocat qui négocie le procès avec son confrère commis par la partie adverse au détriment de son propre client. Tout comme un notaire qui fait du faux pour écarter un héritier de la succession au profit d'un autre. S'en sortent aussi avec un comportement moins vertueux l'huissier commissaire de justice qui détourne la somme recouvrée pour le compte de son client, le fonctionnaire de greffe qui fait de la rétention d'actes pour se faire payer des services normalement gratuits, ou le surveillant de prison qui laisse les détenus sortir moyennant le versement d'impôts de vin. Ces comportements qui creusent un fossé entre la justice et les justiciables avaient fait l'objet d'un rapport depuis 2007 de Transparency International dans lequel la présidente de cette organisation disait ceci, je cite, « L'égalité de traitement devant la loi est l'un des fondements des sociétés démocratiques. Quand les tribunaux sont corrompus par la cupidité ou l'ingérence politique, la balance de la justice est faussée et les citoyens en paient le prix. Un système judiciaire corrompu ignore la voix de l'innocent et permet aux coupables d'agir en toute impunité. » Fin de citation. Comment pourrait-on lutter efficacement contre la corruption qui mine tous les secteurs d'activité si les acteurs judiciaires sont eux-mêmes corrompus? L'incivisme, la cupidité et l'impunité ont créé un boulevard pour certains citoyens et certains cadres ayant la responsabilité de gérer les affaires publiques qui ne reculent devant rien pour assouvir le désir d'accaparement des biens au détriment de l'État et de la société entière. Face à cette triste réalité, il est de notre devoir de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre de telles pratiques qui ne s'accommodent guère avec les orientations des plus hautes autorités de notre pays pour l'émergence des Mali nouveaux, dont le socle serait la refondation de l'État avec une nouvelle vision et un nouveau type de citoyens. C'est dans ce sens que mon département a pris des mesures visant à renforcer le contrôle interne à tous les niveaux de l'appareil judiciaire. À cet égard, j'en appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous pour accompagner ce mouvement d'ensemble dans le but d'offrir à nos concitoyens une autre justice, celle qui est résolument tournée vers la satisfaction des besoins des citoyens, par un service public moderne, efficace et accessible
conformément à l'esprit de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice. Je vais parler notamment des directeurs des services centraux et assimilés, des chefs de juridiction et des parquets, des dirigeants syndicaux du secteur de la justice et des présidents des ordres professionnels du secteur. Du côté de mon département, un accent particulier a été mis sur la stricte observance des règles d'éthique et de déontologie pour laquelle d'importants efforts ont été déployés pour assurer la formation des acteurs judiciaires sur cette thématique au niveau de l'Institut national de formation judiciaire, à savoir les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers commissaires de justice, les greffiers et les surveillants de prison. En ce qui concerne le contrôle interne pour les personnels, dont la discipline relève du département, les missions de l'inspection des services judiciaires ont été intensifiées, en direction notamment des juridictions et des maisons d'arrêt. Ainsi, du 1er janvier au 31 décembre 2023, l'inspection des services judiciaires a effectué 53 missions, dont 10 sur des faits signalés. Je puis vous assurer que les rapports de ces missions ne seront jamais laissés dans les tiroirs pour éviter que les fautes constatées ne restent impunies. En définitive, mon département se propose de jouer essentiellement sur deux tableaux. D'une part, la mise en œuvre de mesures concrètes pour un changement qualitatif de comportement pour les personnels déjà en activité dans les différents services, et d'autre part, la mise en place d'un dispositif rigoureux et transparent pour le recrutement dans les différents corps de la justice. Il ne faut laisser guère le choix aux agents. Soit on change de comportement pour être en phase avec les règles de conduite prévues par les textes, soit on répond de ces actes conformément à la loi. Il s'agit de s'attaquer véritablement aux maux qui minent le secteur et qui affectent négativement la qualité du service public de la justice. Je vais énumérer ici la corruption, le non-respect des délais prescrits par la loi, la non-rédaction du factum, l'absentéisme injustifié, ainsi que d'autres formes d'abus liés à l'exercice du pouvoir que la loi donne à l'agent. S'agissant des recrutements de personnel, il y a lieu de se féliciter des progrès qualitatifs enregistrés dans ce domaine depuis 2018 qui incitent à renforcer les mesures pour la bonne organisation des concours. En effet, ceux qui sont appelés à renforcer qualitativement les ressources humaines du secteur et à inverser la tendance dangereuse de la perte de confiance en l'institution judiciaire doivent être recrutés sur des bases saines. Nous n'avons pas le choix. La justice de demain doit reposer sur cette nouvelle génération d'agents devant avoir des qualités morales et professionnelles irréprochables. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, à côté du tableau peu reluisant des comportements indélicats invoqués plus haut, il existe fort heureusement une autre justice, celle qui est portée par des hommes et des femmes attachés au respect scrupuleux, non seulement des règles d'éthique et de déontologie telles qu'elles résultent des différents statuts, mais aussi aux valeurs de moralité et d'intégrité conformes à notre société. Cette frange mérite tout notre soutien et notre respect pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Le défi du changement qualitatif est à notre portée si nous faisons front commun contre les acteurs indélicats qui doivent être identifiés et combattus sans faiblesse. Mon département se félicite des efforts soutenus, déployés par l'État pour atteindre les objectifs fixés à travers les différents documents de programmation gouvernementale, mais aussi du soutien constant du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence le colonel Assimi Goïta. À cet égard, nous ambitionnons de tenir au courant cette année les états généraux de la justice afin de poser un diagnostic en profondeur permettant de consolider les acquis de la transition et de donner de nouvelles orientations pour bâtir une justice répondant aux aspirations de nos concitoyens. C'est le lieu de saluer l'accompagnement des partenaires techniques et financiers en appui aux efforts de l'État à travers la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice. À tous ces partenaires, je voudrais exprimer ma profonde gratitude et leur renouveler la disponibilité de mon département à poursuivre la coopération avec chacun d'entre eux dans le strict respect des orientations données par les plus hautes autorités de la transition. Avant de clore mon propos, je voudrais féliciter et encourager les membres de la commission d'organisation, non seulement pour le succès de l'édition précédente, mais aussi pour les efforts déployés pour la pleine réussite de cette deuxième édition. Mes remerciements vont également à l'endroit des acteurs de la justice
des justiciables, des partenaires techniques et financiers et des hommes des médias pour la grande mobilisation autour de cette activité qui est désormais l'un des événements annuels majeurs du secteur de la justice. Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour adresser à vous tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2024 en souhaitant qu'elle soit pour chacun de vous une année de paix, de prospérité, de longévité, de succès et d'épanouissement individuel, professionnel et familial. En souhaitant plein succès aux activités programmées et en invitant tous à y prendre part activement, je déclare lancer la 10e édition de la Semaine de la Justice. Merci infiniment de votre aimable attention.